Bonjour, dans cette vidéo je voudrais vous parler de toutes les façons traditionnelles qu'on peut avoir de conditionner une foule, de conditionner un électorat. Il existe bien sûr des techniques très récentes, modernes, qui se développent autour d'Internet et des réseaux sociaux, mais ça fera l'objet des vidéos suivantes. Traditionnellement, on s'occupe plutôt, en fait, faut pas se leurrer, d'abrutir les masses en gros. Et ces techniques sont mises en œuvre de façon intentionnelle ou non par des acteurs particuliers, au premier rang desquels il y a bien sûr les médias. Et quand on considère les médias, il faut se rappeler qu'il y a quelques années, on avait sur différentes chaînes de télévision des émissions comme Arrêt sur image ou Culture Pub qui étaient destinées à éduquer le sens critique des gens. Et progressivement, ces émissions ont disparu pour laisser la place à une grande quantité de ce qu'on appelle aujourd'hui la télé-réalité. Et c'est pas anodin, outre le fait qu'elles font en permanence l'éloge d'une certaine forme de médiocrité, ces émissions de télé-réalité focalisent aussi l'attention d'une façon particulière. On imagine bien qu'un cerveau ou un émotionnel qui est complètement mobilisé sur le fait que Kevin trompe Johanna avec Dylan va pas zapper sur la chaîne parlementaire dans la minute qui suit pour savoir ce qui se passe dans son pays. C'est le principe déjà appliqué par les Romains de panem et circenses, du pain et des jeux. On amuse la foule en lui fournissant juste de quoi survivre et elle ne vient pas vous embêter sur le plan politique. Ça a un autre effet vraiment pervers, c'est que la télé-réalité n'est pas la réalité. Et elle vous distrait justement des choses qui constituent votre quotidien, qui constituent votre réalité, à savoir des choses comme l'augmentation des prix, l'inflation, l'éducation des enfants, la fermeture possible ou la revente de la société pour laquelle vous travaillez, enfin, de tous les phénomènes de société qui sont bien plus, eux, réels. Et la télévision, les médias ne sont pas les seuls acteurs, bien sûr, qui jouent dans ce sens-là. Notre système éducatif a un rôle notable et il ne faut pas oublier qu'il est aujourd'hui un des plus mauvais d'Europe et un des plus mauvais des pays développés et qui continue d'année en année à s'enfoncer dans les profondeurs du classement. Non pas du fait que nos enseignants n'ont pas un niveau requis, ce sont souvent des bac plus 4, bac plus 5, mais parce que en fait il est complètement formaté et qu'il oublie de développer la créativité, le développement de la personnalité, le sens critique, etc. Et si le sujet vous intéresse, c'est très long à développer bien sûr, mais je vous conseille fortement de vous intéresser aux écrits notamment de quelqu'un comme Maria Montessori qui a beaucoup contribué à proposer une alternative à ça, ou alors plus récemment aux vidéos de quelqu'un comme Sir Ken Robinson, décédé il n'y a pas longtemps malheureusement, et qui montre très bien comment justement on élimine toute cette forme de personnalité et de créativité de notre enseignement, et il le fait avec beaucoup d'humour, ce qui ne gâche rien. Alors vous pouvez certainement penser que tout ça finalement c'est pas forcément calculé, que c'est le résultat de réformes qui de plus en plus vont vers la facilité et que ce penchant vers la facilité fait qu'on est arrivé à ce résultat assez médiocre. En fait c'est possible. Mais je ne veux pas céder aux théories du complot sur un sujet comme celui-là, mais il faut quand même jamais oublier que l'éducation, quelque part, n'est pas forcément toujours bien vue par le pouvoir, et que c'est son ennemi. La personne qui est correctement éduquée va être la première à se rendre compte que notre démocratie n'est pas ce qu'elle prétend être, que notre système médiatique n'est pas non plus aussi neutre et informatif qu'il prétend l'être, que notre système bancaire n'est pas le rouage de notre économie qu'il prétend être, que, enfin, etc., etc. Notre système éducatif n'est pas non plus celui qu'il devrait être. Enfin bref, c'est forcément de cette classe moyenne, de cette classe éduquée, que vont venir les premières révoltes et les premières contestations. D'ailleurs, tous les grands révolutionnaires étaient issus de cette classe moyenne qu'on a appelée la classe bourgeoise, avec souvent une connotation un petit peu péjorative. Et des gens comme Marx, c'était un bourgeois, Lénine était un bourgeois, Mao était un bourgeois, Robespierre était un bourgeois, Washington était un bourgeois, Castro était un bourgeois. Enfin, on peut continuer la liste comme ça autant qu'on veut. De toute façon, la classe éduquée constitue toujours un danger pour le pouvoir en place. Et puis, il y a un autre aspect dont j'aime bien traiter moi aussi, c'est ce paradigme de perpétuelle mise en concurrence. Dans notre société, nous sommes partout mis en concurrence. C'est vrai pour la télé-réalité, où parfois même votre jury, ce sont vos concurrents. C'est vrai dans notre système scolaire, où on est sans arrêt classifié par des notes ou par des classements. Et puis, c'est vrai dans notre système politique et électoral, qui est par définition très concurrent. Il y a le monde du travail aussi, où on est en permanente en quête de la promotion, mais donc en rivalité avec les gens qui sont au même niveau que nous. Et puis, enfin, etc., etc. Et
et la mode même, hein, où le but est quand même de surpasser l'autre. Il y a un côté comme ça, image et frime derrière. Et en fin de compte, ça paraît tellement naturel, parce que notre monde a l'air constitué ainsi, qu'on n'y prête pas garde, mais c'est en fait un paradigme qui nous est imposé. Ça n'est pas la nature de l'homme. Il n'y a aucun besoin d'être en concurrence, au contraire. Et la personne qui est en compétition permanente, c'est quelqu'un qui est en insatisfaction permanente, qui est tout le temps frustré parce qu'elle est en attente du niveau suivant. Et ça fait des gens qui sont concentrés sur leur objectif personnel et donc qui vont moins s'intéresser au sens de la vie, au sens de notre société, etc. Et puis surtout, ça fait des gens profondément individualistes. Or, la société et les humains n'ont jamais été si forts et ne se sont jamais autant développés que quand ils ont été solidaires. C'est même une valeur fondamentale de notre développement. Encore une fois, il n'y a pas de nécessité à être en compétition, c'est même souvent une absurdité, notamment dans le milieu scolaire. C'est donc bien un paradigme qui nous est imposé. Alors, pour conclure un petit peu cette vidéo, je voudrais dire aussi que dans les écoles où on enseigne un petit peu toutes ces techniques, où on fait prendre conscience à nos futurs dirigeants de cette façon de gérer les choses, on leur apprend aussi que la meilleure façon de garder la mainmise sur une foule, c'est d'avoir la connaissance des individus et de leurs mécanismes, en s'intéressant à des choses comme la sociologie, la neurobiologie, la psychologie, etc. Mais ça, on va le développer dans toutes les vidéos suivantes, et c'est aujourd'hui effectivement quelque chose qui est énormément d'actualité avec l'intelligence artificielle, les neurosciences, etc. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.